Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Lucie et je vous ouvre une nouvelle fois les portes de mon podcast À Voix Libre. Le podcast qui va à la rencontre de personnalités militantes et engagées, de celles et ceux qui bousculent nos regards de leur combat et réveillent le monde pour imaginer demain. Pour ce 9e et avant-dernier épisode de la première saison, j'ai pris mon vélo pour traverser ma ville de Bordeaux et autour d'un café, aller rencontrer Elisabeth d'Angèle. Si aujourd'hui elle tient une maison au Chartron, destinée à aider les sans-abri et sans-papiers, elle a elle-même, suite à plusieurs accidents de vie, connu la dure loi de la rue. Elisabeth, c'est de la douceur, du courage, de la résilience et un cœur tourné vers les autres. Je suis donc ravie de vous inviter à rejoindre notre discussion. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Eh bien bonjour à vous. Merci de me recevoir dans ce très beau lieu autour de la place Saint-Martial à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette maison d'Elisabeth dans laquelle on se trouve ? Alors la maison d'Elisabeth est très discrète, je l'avoue. C'est une maison qui aide principalement les personnes qui sont en très grande précarité, qui vivent dans la rue, et les personnes qui arrivent en France en attendant d'avoir leurs papiers. Donc nous les aidons de notre mieux. Tout ce petit monde s'est très bien intégré dans notre quartier. C'est pour ça que je vous dis que c'est très discret. À la maison, ils arrivent le matin pour le petit déjeuner, le déjeuner de midi. Nous faisons également des colis alimentaires. Nous mettons les enfants à l'école, parce que les enfants doivent aller à l'école et qu'ils soient de parents qui sont aujourd'hui dans la rue ou des parents qui arrivent en France et qui n'ont pas encore leurs papiers. Après, l'après-midi, nous faisons l'ordinateur parce qu'il faut faire les demandes de papier, les demandes de la Sécu, le RSA, enfin tout ce qui s'ensuit. Ils s'en vont vers 3h ou 4h. Le matin, il faut pas oublier, ils prennent leur douche, ils se changent de vêtements. Mamie, c'est moi, puisqu'ils m'appellent tous Mamie. Mamie leur lave le linge, sèche le linge, leur plie correctement pour que le lendemain, ils aient leur change. Et c'est ça la vie de la maison d'Elisabeth, tous les jours. Nous sommes une grande famille. Mamie a plein d'enfants, de petits-enfants, qu'elle adore et qui lui rendent bien. C'est combien de personnes par jour à peu près Alors, colis alimentaire et tout le monde réuni, on fait bien 30 personnes de passage à la maison d'Elisabeth tous les jours. Et comment ça se passe au niveau vraiment du fonctionnement de la structure ? Vous avez des bénévoles ? Est-ce que c'est subventionné ? Comment vous en sortez ? Alors, nous avons une bénévole que je remercie énormément, Régine, qui est adorable, qui est là maintenant, qui va sur ses 2 ans. Elle arrive vers 12h30, elle s'en va vers 4h, 5h. Elle est jamais pressée de s'en aller, Régine. Je pense que bientôt, elle va même coucher à la maison d'Elisabeth. Voilà. Oui, c'est la dame que j'ai vue tout à l'heure, voilà, c'est ça ? Tout à fait. Qui a l'air effectivement adorable. C'est même plus une bénévole dans la maison, c'est presque une personne qui me seconde très bien. Et il y a que le matin, c'est Mamie qui fait la cuisine pour tout ce petit monde, donc c'est pour ça qu'elle se lève à 4h du matin, la Mamie, tous les jours. Vous y arrivez ? Eh il y a des jours où c'est très très fatigant. D'ailleurs, Brigitte me dit tous les après-midi, dès qu'ils sont partis, reposez-vous un peu là dans le canapé. Et l'autre jour, surpris, je me suis même endormie, vous voyez ? Oui, je crois qu'il faut faire une sieste après le déjeuner pour tenir... Je n'en pouvais plus. Ce jour-là, je n'en pouvais plus. Mais enfin, c'est la routine de la maison d'Elisabeth. Et quand on le fait avec son cœur, vous savez, ce n'est même pas une corvée. C'est un plaisir. Et vous êtes subventionné, vous avez des aides ou des dons peut-être Alors heureusement, nous avons la ville de Bordeaux, la mairie de Bordeaux qui nous soutient bien, je vais dire. On n'a pas à se plaindre, c'est très gentil. D'ailleurs, je les remercie à tous dans le CCAS ou autre. Parce que dès que j'ai un petit ennui, je les appelle et ils répondent présents. Je pense comme toute association à Bordeaux, je crois que la mairie soutient bien ces associations. Après, nous avons la banque alimentaire.
Alors la banque alimentaire, jusque-là, c'était comme partout, c'était très bien. Nous arrivions le lundi, moi je vais tous les lundis, et on arrivait avec la voiture bien chargée. Aujourd'hui, la banque alimentaire, elle est comme nous, elle peut plus donner ce qu'elle n'a pas, la pauvre. Et c'est un crève-cœur pour tout le monde, parce qu'on le voit pour les personnes de la banque alimentaire, on le voit pour nous, parce que quand on arrive, on a la voiture qui n'est plus que chargée qu'à moitié ou même au quart. Et après, il faut racheter pour essayer de faire les repas et pour nourrir tout ce petit monde. Parce que plus les années passent, plus les mois et même les semaines, nous avons de plus en plus de monde qui tombe dans la précarité. Et ça, personnellement, c'est mon plus grand désarroi, parce que je me pose des tas de questions. Moi qui ai été dans la rue, je me dis, mais ça n'a pas changé, au contraire, ça a empiré. Et moi, je dis que tous ces hommes politiques, quand ils arrivent au sommet, on les entend tous dire « il n'y aura pas d'oubliés sur le trottoir ». Et au fil des mois qui passent, il y a des oubliés, je peux vous le dire qu'il y en a, et qu'il y en a beaucoup. Et ces oubliés, ils tapent aux portes des associations, quelle qu'elle soit, l'association, ils viennent, et quand on a une association, on n'a pas le cœur à dire non à quelqu'un qui a faim, à une maman qui se présente avec ses enfants, qui vous dit je vais coucher dehors cette nuit, j'ai pas donné à manger à mes enfants depuis 2 jours, qu'est-ce que je fais? Et là, vous savez, vous avez vos tripes qui se tordent, et mamie fait ce qu'elle peut, elle fait vite des sandwichs ou elle les reçoit à table. Malheureusement, je ne fais pas les chambres pour les loger, c'est mon plus grand désarroi. Alors donc on cherche un foyer, on appelle une assistante sociale, voilà, on essaie de se mobiliser les uns et les autres pour trouver quelque chose pour la nuit pour cette personne, mais ça aussi, ça devient de plus en plus compliqué pour tout le monde. Oui, et c'est vrai que la chanson des Restos du Cœur disait déjà, même dans mon enfance, il y a plus de 20 ans, aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Ça a été des promesses de campagne à chaque élection, plus personne dans la rue. Et effectivement, ça n'a pas changé, et je vous rejoins sur le fait que, en tout cas, je le vois sur Bordeaux, et je le vois aussi de plus en plus lorsque je me déplace à Paris. Et j'ai justement l'impression qu'il y a plus de gens encore qui ont faim et qui ont froid. Et c'est vrai que c'est terrible. Je sais pas si il existe des structures un peu comme la vôtre sur Bordeaux ou dans d'autres villes, si vous en connaissez, parce que cette maison d'Elisabeth, je la trouve assez atypique dans son fonctionnement, dans ce qu'elle fait. Elle complète bien le travail des associations, des assistantes sociales et des foyers, et elle est unique en son genre. Je sais pas si elle est unique, mais c'est parce qu'elle est tenue par une dame très âgée, une dame qui a beaucoup souffert, je dirais, et qui a toujours aimé, même dans sa jeunesse, à aider les uns les autres. Et aujourd'hui, elle se rappelle tous les jours ce qu'elle a vécu elle-même dans la rue. Donc la maison d'Elisabeth, c'est la maison de tout le monde. C'est la maison de tous ceux qui la franchissent, qui deviennent tout de suite les petits de mamie. Voilà, qu'ils aient 40 ans, que ce soit des retraités, 20 ans, ou les tout petits. Vous voyez, nous avons des chaises à bébé, nous avons une table à langer. C'est pour vous dire que nous avons des bébés même. Donc, mamie devient la mamie de tout ce petit monde, et elle essaie de leur donner le temps qui passe dans cette maison, un moment de bonheur, de leur faire oublier que leur famille, ça devient un peu la mamie, qu'elle est là un peu pour les aider, les mettre un petit peu sous son aile, et les voir sourire pendant le temps où ils sont avec elle, et ça, c'est son plus grand bonheur. Et pour les Bordelais qui nous écoutent, ou toutes les personnes qui vont passer par Bordeaux, parce qu'on sait qu'on est devenu une ville quand même très fréquentée, très touristique, est-ce que on peut venir spontanément frapper à la porte ici, faire un don? Est-ce qu'il vaut mieux vous appeler, prendre rendez-vous?
Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour vous aider? Alors moi je vous dirais, on reçoit tous les dons. Il y a des personnes que je remercie, des Bordelais, des Bordelaises que je remercie énormément, qui nous portent des vêtements, qui nous portent des boîtes Tupperware, parce que le soir mamie donne à manger aussi. Elle en fait plus le matin pour le repas du midi, parce qu'elle pense que le soir aussi il leur faut quand même s'y couchent dans un coin de rue, sous une tente, il leur faut quand même un petit quelque chose de chaud. Donc, mamie fait dans les boîtes Tupperware. Donc, je remercie ces personnes aussi qui nous portent toutes ces boîtes, du linge, des chaussures. Nous avons des personnes qui font des dons financiers. Alors, comme je dirais souvent, c'est les personnes qui en ont le moins qui donnent. Mais on les remercie. Mais s'il y en a qui veulent, ils prennent rendez-vous, ils m'appellent et puis ils viennent visiter la maison d'Elisabeth et ils se feront une idée que leur don est bien utilisé à la maison d'Elisabeth. C'est utilisé pour acheter de la nourriture, pour acheter des couches, pour acheter du lait pour enfants, des fois quelques petits vêtements. Vous voyez, ce week-end, nous avons une petite fille, j'ai une petite fille qui est née, Alina, et dans un squat, parce que mamie s'occupe aussi de certains squats. Il a fallu vite aller acheter des couches, il a fallu aller acheter ce qu'elle avait besoin, ce petit ange qui nous arrivait. C'est tout ça, la maison d'Elisabeth. Donc, les dons sont bien utilisés et sont les bienvenus et je remercie toute personne par avance. C'est vrai qu'on aimerait tellement faire plus, mais avec le prix de l'alimentaire aujourd'hui en France, ça peut paraître compliqué et en effet, vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas de petits dons que même une boîte de biscuits, même quelques croissants, ça peut faire le bonheur de quelques-uns, ça peut faire un petit déjeuner ensemble. Exactement. Vous avez raison de le dire. Alors, la particularité et la raison pour laquelle je voulais vous rencontrer, après vous avoir découverte dans la très belle émission L'œil d'Olivier sur France Télévisions, c'est que vous avez vous-même vécu dans la rue, comme vous le dites si bien. Je pense que c'était dans les années 90, 2000. Oui, c'est ça. Et en fait, on se représente souvent mal le sans-abri. Et pourquoi aussi il en est arrivé là? Alors vous, votre vie, avant de vous retrouver à dormir dehors, elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait à Madame Tout-le-Monde, un chef d'entreprise. Voilà. J'ai décidé, j'arrivais pas loin de ma trentaine d'années, de mes 35 ans passés. Et j'ai décidé de monter une maison de retraite, voilà, parce que j'ai trouvé également aussi que tout se faisait, ça commençait à se faire par des grandes structures. Et pour moi, les grandes structures, c'est très bien, mais je trouve toujours qu'il manque le côté humain. Le côté famille surtout. Donc j'ai décidé de monter une petite maison de retraite du côté du Langonnet, qui fonctionnait très bien, il n'y avait pas de problème. Voilà, j'étais Madame Tout-le-Monde, j'ai tenu cette maison de retraite pendant 5 ans, jour et nuit, un peu comme je fais ici, avec mon cœur, avec mon affection pour toutes ces personnes âgées qui étaient là. Et puis malheureusement, vous savez, quand on va dans la rue, c'est qu'on a tous un gros problème qui nous tombe dessus. Alors c'est la maladie, c'est un divorce, c'est une perte de travail, c'est une perte de logement. C'est des accidents de vie. C'est un accident de vie, et un accident de vie par une maladie qui a été très douloureuse pour moi à supporter, parce que ma maison de retraite en a pâti. Et quand on vous dit vous avez un cancer et que vous voyez que votre maison de retraite, il y a personne pour la gérer derrière, qu'on met une dame qui n'était pas à la hauteur, qui tout de suite on met un administrateur qui gère des personnes humaines comme s'il avait géré des boîtes de conserve, ça vous aide pas tellement à avoir envie de continuer à vivre, quoi. Donc j'ai baissé les bras, j'ai baissé les bras, malheureusement, et je me suis retrouvée malade et à la rue. Et vous pouvez nous parler du moment justement où ça bascule? Vous le voyez venir ou c'est... Non, je ne l'ai pas vu venir du tout parce que je me le serais pas imaginé. Je pensais pas que, à notre époque, de ce moment-là,
déjà les gens étaient capables de jeter une personne malade à la rue, de l'enlever de son travail, parce que je logeais à la maison de retraite, j'avais une petite chambre là, puisque je faisais les nuits et tout. Et du jour au lendemain, on m'a dit, vous n'êtes plus chez vous, on a vendu la maison de retraite. Voilà. Et je ne sais même pas à qui elle a été vendue. Je ne sais même pas où est passé l'argent, parce que des années après, j'ai eu un huissier qui est venu me demander de payer le reste de l'emprunt que j'avais fait, alors qu'on avait vendu ma maison à Andernos et ma maison de retraite. L'administrateur de Bordeaux. Donc vous voyez, c'est là où, la seconde même où cette personne vous attrape et vous dit « vous n'êtes sortez », il m'a jeté dans les bras mon petit chien Cacao que j'avais et il m'a dit « vous n'êtes plus chez vous, je veux plus vous voir ici ». Et pourtant, croyez-moi, hein, j'avais tout donné dans cette maison de retraite. Elle fonctionnait tout, malheureusement. Ben voilà, la mauvaise étoile m'est tombée dessus. Et je me suis retrouvée un après-midi comme ça, mais je ne pouvais pas y croire. Il m'a fallu 48 heures pour y croire. Mon cerveau renonçait. Je pensais que le lendemain, tout allait redevenir normal, quoi. Que c'était pas possible que cette personne me laisse à la rue, enfin, me jette de chez moi comme ça. Oui, je dirais que c'est même pas une mauvaise étoile, c'est des personnes malveillantes. On a du mal à croire que ça puisse exister. Et j'ai du mal à croire quel intérêt avait cet administrateur à prendre ces décisions. Encore aujourd'hui, vous n'avez pas le fin mot de l'histoire de ce qui est devenu votre maison. J'ai pas le fin mot d'histoire. Je sais que c'est moi qui étais obligée de rembourser le prêt. Donc, vous voyez, des même années en justice, et j'ai pas le fin mot de l'histoire. En plus, je ne comprends pas parce que j'avais monté quand même une SCI. Les murs étaient montés en SCI. Alors, quand on sait qu'une SCI, c'est avec des parts de 2 personnes. Donc, c'était moi et puis une autre personne de ma famille. Et cette personne n'a même pas été mise au courant. Moi, j'ai même pas été mise au courant que les murs se vendaient. Je pensais que c'était juste la SARL, les Camélias, hein, qui était locataire de la SCI. Et tout a été vendu, mais sans rien rembourser. Voilà. Et aujourd'hui, c'est là ma grande question et mon point d'interrogation. Et je me dis, non seulement, voilà, on nous jette à la rue sans scrupules, sans remords, et en plus, on ne paie même pas les dettes que l'on doit. Alors, où va l'argent que l'on nous prend? Parce qu'on nous le prend en vendant nos biens et en nous mettant à la rue. Et je dis même, on nous prend notre vie. Et c'est ça le plus important. C'est qu'en faisant des actions comme ça, on enlève la vie à quelqu'un. Parce que vous mettre à la rue, c'est vous enterrer vivante ou vivant. Et à ce moment-là, personne vous tend la main, vous n'avez pas de soutien de la justice, d'assistante sociale, ou est-ce que c'est aussi vous qui êtes vraiment tourné vers les autres, qui avez envie de vous en sortir toute seule, qui ne comprenez pas et qui n'allez pas chercher l'aide à ce moment-là? Ou... Alors, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes ces personnes bienveillantes, comme vous venez de dire. Seulement, comme moi, j'étais à la rue, c'est quand même dans les années 90, où dans une famille, déjà, quand quelqu'un tombait au chômage, c'était la honte. Alors, imaginez-vous une personne qui allait à la rue. Dans la rue, on entendait ce mot, « t'as qu'à aller travailler ». Moi, il me résonne encore jour et nuit, ce mot, « t'as qu'à aller travailler ». Alors qu'on m'avait pris mon bien et que je n'ai jamais été de ma vie une feignante. D'ailleurs, je le prouve à mes 78 ans encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'était pas la même chose. Les assistantes sociales n'étaient pas tellement encore tournées sur ce problème-là. Les gens de la rue, on était encore très peu. Moi, je me rappelle, dans Bordeaux, on n'était que 2 femmes et quelques hommes. Mais c'était tout. C'était tout. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un CCAS. Il n'existait pas à ce moment-là. Il y a des assistantes sociales. Vous allez vous taper à n'importe quel, il y a des avocats gratuits. Il n'y avait pas ça quand j'étais à la rue, moi. Voilà. Aujourd'hui, il y a des centres pour qu'on puisse aller demander conseil quand on veut s'en sortir.
Mais ce qui me frappe, c'est que malgré tout, dans les années 90 et aujourd'hui, on a encore ce discours d'aller dire que c'est parce que les gens ne travaillent pas. Moi-même, je me lève tous les matins, j'ai de multiples activités, j'ai très peu de temps personnel et pour autant ma situation de vie est précaire et ce discours-là, finalement, n'a pas changé. Sans citer la personne l'auteur de cette phrase, on nous rabâche que on n'a qu'à traverser la rue et aller travailler. Et ça, c'est pas vrai. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Et moi, je vais vous dire une chose. Ça fait 5 ans que j'ai cette maison. Et l'année où je l'ai ouverte, c'était l'année avant Covid. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient mieux que maintenant. Voilà. Et le Covid nous est tombé dessus, comme à chacun. Et il y a des personnes, comme je dis, et à qui j'y pense souvent, des familles qui l'ont payé très cher, Covid, avec le départ de proches. Et après, il y a ceux qui ont perdu leur emploi à cause Covid. Pareil. Ça a été mon cas. Voilà, vous perdez l'emploi, et ben à la longue, vous perdez le logement, parce que vous pouvez plus payer. Voilà. Alors pendant le Covid, on a entendu que on allait beaucoup aider les entrepreneurs, les artisans, enfin tous. Et puis quand Covid est passé, eh ben ils ont eu à rembourser l'URSSAF qui est arrivé, ils ont eu à rembourser ça, ils ont eu à rembourser ce fameux prêt qui les a fait soi-disant, moi je dirais que c'était simplement de l'eau dans une casserole percée. Oui, et ce dont on parle pas, c'est aussi toutes les personnes qui venaient de créer une entreprise. Je peux en témoigner parce que moi-même j'ai bénéficié, on m'a fait croire que j'allais bénéficier d'un certain nombre d'aides, mais en fait tout ça était calculé sur le bilan de l'année précédente. Donc quand c'était l'année de lancement, évidemment on rentre pas tout de suite du chiffre d'affaires, et je connaissais des personnes qui avaient lancé, que ce soit une salle de sport, que ce soit leur restaurant, que ce soit un nouveau projet en janvier 2020, comme beaucoup de projets se font avec le nouvel an, et qui s'attendaient pas à ce que 3 mois après, ça s'arrête. Et ces gens-là, on oublie souvent d'en parler, mais comme ils n'avaient pas de bilan de l'année précédente à présenter, ils ont été oubliés aussi des aides. Et c'est pas ce qui a été, c'est pas ce qu'on a dit dans les discours, où on a fait vraiment croire qu'il y avait un effort important pour cela. C'est ce que je vous dis, c'était de l'eau dans une casserole percée. Voilà, c'est mon terme à moi, parce qu'au final, quand il y a eu plus d'eau dans cette casserole, eh ben tous ces pauvres gens sont partis à la rue, le 3/4, où on déposait le bilan et on leur a tout vendu, et puis ça va très vite. Et aujourd'hui, moi j'en ai beaucoup ici à la maison d'Elisabeth qui ont subi ça. Mais j'en ai beaucoup. Des jeunes comme ça, et des moins jeunes, et des gens de 40 ans. Et vous croyez qu'il y a les retraités aussi, avec l'inflation aujourd'hui? Je fais des colis alimentaires pour des retraités. Mais moi, ça me peine, quand je vois un monsieur de mon âge qui vient chercher à manger parce qu'il peut plus se nourrir. Mais ça me tord les tripes, madame. Mais je me dis, mais quel siècle on vit? Où sont nos politiciens qui ont fait de grandes études? Mais pourquoi ne se penchent-ils pas là-dessus pour essayer de trouver une solution? Il y a des solutions à tout quand on veut les trouver. Et quand on se penche vraiment sur un problème, on trouve une solution. Et il y a de l'argent. Ça, simplement qu'il est, sans que je m'exprime trop sur le sujet, il n'est pas forcément redistribué dans les bons projets. Mais c'est très fort ce que vous dites. Alors ça, je le vois nous au niveau des associations, parce que je pense que beaucoup d'associations, on est aussi des oubliés de la vie. Voilà, on est les associations, pour avoir les subventions, c'est très dur. Alors, si on n'est pas mis ça ou quoi, on n'a pas droit aux aides de l'État. Et qui c'est qui nous aide? Ce sont nos mairies. Et nos mairies, elles ont beaucoup à faire aussi,
Parce que il y a du travail à faire dans une commune ou dans une ville, hein. Il y a les écoles à voir, il y a les collèges, il y a tout ça, il y a le circuit de sportif, il y a l'environnement aussi qu'il faut respecter au jour d'aujourd'hui et qui coûte cher à tous, hein. Bon, alors on part dans ce système, mais personne veut aider. Alors moi je veux bien que on nous dise qu'aujourd'hui on est endetté à une hauteur très élevée ici et là, mais on est endetté comment? Puisque les associations, si on n'avait pas nos mairies, je me demande comment on pourrait tenir. Les mairies, les pauvres aujourd'hui, elles le disent elles-mêmes, on ne les aide plus comme on les aidait autrefois. Il y a certaines cités où ils sont complètement abandonnés. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. Hein, où les personnes sont complètement abandonnées, et après on incrimine les parents. Non, quand le père et la mère n'ont plus à donner à manger à leurs enfants, vous croyez que c'est pas dur? Et quand l'enfant grandit et qu'il prend du caractère et tout, si les parents n'ont pas, comme je dis, une assiette bien pleine déjà eux-mêmes pour dire à cet enfant tu dois m'obéir ou quoi, le gosse il dit quoi à ses parents? T'as qu'à mieux me nourrir avant de me faire la leçon. Et voilà. C'est une question qui m'a énormément travaillé au mois de juin dernier. J'en parlais avec mon dernier invité, avec Rossé, avec toutes ces révoltes en banlieue, parce que je refuse le mot émeute. Voilà, pour moi, c'est de la révolte. Et c'est des quartiers qu'on a complètement abandonnés, qui n'ont pas accès au sport, à la culture, qui sont laissés de côté. Voilà. Et ça, on a tellement entendu de choses dans les médias. J'ai même entendu sur une chaîne, vous voyez, d'information continue, que les enfants de banlieue étaient des enfants gâtés. Ça m'a révoltée. Alors ils sont peut-être gâtés parce que les enfants de banlieue, ils ont quand même l'amour de leurs parents. Parce que vous savez, plus on est pauvre, plus on aime ses enfants. Parce qu'on fait pour aider ses enfants. Alors après, évidemment, quand le gosse, il a une école qui est délabrée, qu'on envoie des professeurs qui n'en arrivent plus eux-mêmes à savoir comment ils doivent gérer leur école. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que les professeurs baissent les bras. Parce qu'ils ne sont pas assez soutenus aussi. C'est compréhensible. Et c'est compréhensible. Parce que les professeurs, on les envoie, mais on leur dit, vous allez dans un quartier, vous savez. Alors déjà, on lui met les œillères là, devant ses yeux. Après, il faut qu'il fasse avec. Non, ça va plus, hein. Mais au-delà de ça, ma maman est enseignante, ça fait 30 ans qu'elle est enseignante, qu'elle commence à prendre de l'âge, qu'elle arrive sur sa soixantaine, qu'elle est fatiguée, qu'elle a en face d'elle en plus des enfants qui ont moins de 10 ans, et c'est elle qui va leur apporter aussi les premières fondations de la vie, et qui a un salaire, son salaire d'enseignante pour l'investissement, les études. Et en plus, on peut penser que les professeurs ont beaucoup de vacances. Moi, je vois, elle passe son temps à aller faire du jardin pour son école, monter des projets, envoyer des dossiers pour pouvoir faire une sortie, corriger le soir, acheter des livres pour faire une petite bibliothèque, et pour un salaire dérisoire. Et donc, je comprends qu'aujourd'hui, les jeunes n'aient plus envie de devenir prof, et que même les vacataires s'en vont très vite. Ils baissent les bras. Mais tout le monde, aujourd'hui, petit à petit, dans beaucoup de corps de métier, les gens baissent les bras. Parce que déjà, on se dit, mais attends, je travaille, j'arrive même plus à nourrir ma famille, j'arrive plus à faire ça. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils sombrent dans la dépression, ils sombrent, oui, mais c'est notre société qui devient comme ça, malheureusement. Et que certaines personnes se ferment les yeux pour ne pas voir. Moi, je dis, ils nous font comme les 3 petits singes, vous savez, j'entends, mais je vois rien et je dis rien. Et avec ça, je me porte bien. Voilà. Mais moi, je vis bien, je mange bien, je dors bien, je suis bien chauffée. Et le reste, que ça se débrouille. Moi, quand je vous dis que je mets les enfants à l'école, parce que je dis un enfant que l'on met pas à l'école, même si aujourd'hui mamie aide ses parents, si on ne le met pas à l'école, cet enfant il va grandir. Qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien c'est là qu'on entendra, c'est un petit délinquant.
Tandis que plus tard, là il va à l'école, mamie le met à l'école. Plus tard, il dira, tiens, mamie, non seulement elle a aidé mes parents, mais elle m'a envoyé à l'école et aujourd'hui j'ai une situation. Je suis un monsieur comme monsieur tout le monde. Voilà. Et c'est ça, pour empêcher qu'il y ait des délinquants, eh ben c'est sur ce sujet d'enfants qu'il faut se poser et de l'école. C'est vrai, l'école a été d'une grande richesse et en tout cas, je pense que la mienne en a été une, et d'avoir une maman enseignante aussi qui nous a ouvert à l'art, à plein de choses, a été très fort. Elisabeth, j'avais envie de vous demander, si on revient un peu en arrière, si on revient à ces années 90, la première nuit sans toit sur la tête, est-ce qu'aujourd'hui vous vous en rappelez? Oui, je crois que celle-là, je l'oublierai jamais, parce que je suis arrivée à Bordeaux, et je suis allée à la cathédrale de Bordeaux. Et à Péberlan. À Péberlan, voilà, en face de la mairie de Bordeaux. Et pour moi, une église, ça restait ouvert dans ma croyance. Et c'est elle qui devait me protéger pour ma première nuit. Je pouvais la passer là, tranquille, avec Marie, Joseph, et puis petit Jésus et tous les saints, comme on dit. Et ça n'est pas le cas, parce que moi encore aujourd'hui, c'est un lieu vers lequel je me tournerai, puisque autrefois les églises, c'était justement le lieu où se réfugiaient les personnes qui n'avaient pas de toit. Non, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivée devant cette grande porte et j'ai essayé, j'avais mon petit chien dans les bras, de l'ouvrir. Et au bout d'un moment, je me suis rendue à l'évidence que la cathédrale était fermée la nuit. Donc, alors aujourd'hui, ça a changé complètement. Le devant de la cathédrale, le devant de la mairie, c'était pas du tout comme ça. Donc, il y avait plusieurs marches et puis ça faisait un petit recoin. Je me suis laissée tomber dans ce recoin et puis je me suis assoupie de fatigue, de douleur et de chagrin. Et vous aviez pu emporter quelques affaires ou tout a été... Je n'ai pu rien emporter. Ce monsieur m'a jeté avec les habits que j'avais sur moi et il m'a juste donné, je dirais en cadeau, mon petit chien. Voilà. Il savait très bien qu'il n'allait pas pouvoir le vendre, alors il me l'a donné, mais tout le reste il a vendu. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite que un jour, même tardivement, on puisse mettre de la lumière sur cette histoire, parce que je pense qu'il y a de grandes zones d'ombre, et par rapport à ce personnage que vous décrivez, qui me semble problématique. La question peut paraître naïve, mais je crois que pour vous, après, ça a duré plusieurs années. Oui. Qu'est-ce que c'est le quotidien dans la rue? Alors, le quotidien de la rue, après, c'est d'apprendre les lois de la rue, parce que dans la rue, il y a la loi. Voilà. Après, c'est faire la manche. C'est marcher beaucoup, parce que les nuits d'hiver, il faut éviter de s'accroupir à un endroit et d'avoir froid. Donc, il faut marcher, même si le sommeil vous prend, parce que vous savez que si vous avez froid, eh ben, le lendemain, on se réveille pas, quand il gèle et tout ça. La journée, on essaie de se mettre en coin de porte ou dans un petit coin et s'assoupir un petit peu, où il y a un peu de passage pour la nuit. Moi, je vous parle de mon époque, Eh bien, il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de proxénètes à Bordeaux. Voilà. Donc qui cherchaient justement pour nous mettre sur le trottoir, faire le trottoir, devenir des dames de nuit. Il y avait ce qu'on appelait les fils à papa qui prenaient plaisir le week-end en sortant du cinéma ou de leur boîte de nuit de courir après les SDF pour nous tabasser. Combien en sont morts de ça? Il y avait un des premiers circuits de drogue qui commençaient à circuler dans la rue. Voilà. Maintenant, ça se fait à tout coin de rue, mais avant, c'était plus discret.
Et voilà, c'était ça le quotidien de la rue, et essayer de faire la manche le plus possible pour arriver à manger. Alors il y avait quelques commerçants dans Bordeaux qui étaient quand même très sympas. Moi je m'en rappellerai toujours, et je le dis à chaque fois, de la pâtisserie-boulangerie d'Astarac qui était rue Fondodège. La dame était une personne qui commençait à avoir un certain âge, et elle était très très gentille. Quand je passais le soir, que c'était vers la fermeture, elle me donnait tous les invendus, et un jour elle m'avait même donné une couverture pour abriter mon petit chien, parce qu'il avait froid. Et je voyais, c'est un souvenir que ça m'avait fait tellement plaisir qu'elle me donne une couverture pour mon petit chien, pas pour moi, que j'oublierai jamais cette dame et sa gentillesse. Voilà. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Bordeaux a changé, comme je vous dis. Heureusement qu'il lui reste sa belle histoire d'autrefois, parce que Bordeaux est une ville que j'adore. Par son histoire d'avant, encore aujourd'hui, quand je me promène, je regarde en haut des bâtisses pour voir toutes ces belles sculptures, et puis je me mets à rêver dans mon petit monde à moi. Voilà, tellement Bordeaux est joli. Il est joli de ce qu'il est devenu, mais quand on peut s'imaginer ce qu'il était avant, je crois que ça devait être quand même avant une très jolie ville. Oui, et mais c'est vrai que on voit un petit peu pas cette loi de la rue, mais les coins un peu de chacun. Je suis arrivée à Bordeaux en 2018. J'en suis partie un peu pendant le Covid, et quand j'y suis revenue, j'ai retrouvé les mêmes personnes avec tristesse aux mêmes endroits. Et il y avait également aussi ce Neneuil qui faisait sa bibliothèque au niveau du parking, le parking de Victor Hugo. Et il y en avait d'autres comme ça que je croisais souvent, et certains avec qui je prenais le temps de discuter, et puis un jour ils disparaissent aussi parfois, et j'espère que c'est parce qu'ils ont trouvé une main tendue. Vous, ça dure combien de temps, ce moment dans la rue? Ça a duré 4 ans et demi. Et alors, ce que vous dites, oui, c'est vrai. Vous voyez, ici, à la maison d'Elisabeth, nous avons Mimi. Alors, Mimi était un monsieur qui était dans la rue avec moi quand j'y étais. Et quand on m'appelait la Bourge dans la rue, et il a vu comment il le dit aux petits maintenant, ce que mamie souffrait dans la rue, mais qu'elle était toujours à partager dès qu'elle avait une pièce et tout. Et voyez, Mimi est en photo là, parce que c'est le seul qui reste de mes frères et sœurs de rue, vivants, avec moi. Donc quand on se voit avec Mimi, c'est des souvenirs qui nous reviennent, mais presque de joie, parce que on est là tous les deux. Voilà. Et je crois que c'est une rencontre aussi qui vous ramène à la vie à un moment pourtant sombre où vous êtes à l'hôpital. Oui, voilà, là je rencontre des personnes qui étaient en vacances au Cap Ferré, et bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire là, parce que je l'ai écrite dans un livre, l'ex-SDF. Oui, et puis on pourra renvoyer aussi à l'épisode d'Olivier. Et oui, exactement. Mais c'était des gens super extraordinaires, ils m'ont emmené avec eux, ils m'ont sorti du CHU, ils m'ont emmené avec eux d'abord au Cap Ferré, où j'ai passé 3 mois. Alors vous savez, ça a été très difficile, et je me demande même comment ils ont pu supporter. Parce que vous savez, quand vous dormez dans la rue, vous perdez la notion d'un joli matelas douillet, de joli lit, d'une jolie chambre. On dort sur des cartons, on dort même sur le trottoir. Vous savez, Simone Veil en parle elle-même une fois qu'elle est sortie des camps de concentration, et elle évoque cette difficulté d'arriver à s'allonger dans un lit et de devoir pendant des années s'allonger à même le sol. Voilà. Donc, on le vit ça quand on reste trop longtemps dans la rue. Et après, écoutez, moi, ils m'ont emmené dans une jolie chambre, je m'en rappellerai toujours, avec une jolie moquette par terre. Alors c'est vrai que le plus que j'ai apprécié ce jour-là, c'était la douche. Je suis rentrée sous la douche et je n'en sortais plus. Il a fallu que cette personne vienne me sortir de la douche, parce que ça faisait des heures que j'étais sous la douche, et
Je pense que ça pouvait pas, même le savon et cette eau qui coulait sur moi ne pouvait pas tout m'enlever, quoi. Voilà, même si je peux pas expliquer ça, mais voilà. Et quand le soir il a fallu se coucher, mais je me suis dit, mais je vais pas me coucher là. Et je me suis couchée par terre, sur la moquette, sans me déshabiller. Et j'ai fait ça plusieurs jours de rang. Et alors, bien sûr, il y avait une dame qui s'occupait pour le ménage, qui venait. Et un jour, cette dame lui dit donc, personne qui m'avait recueilli chez elle, et elle lui dit, mais je rentre dans la chambre d'Elisabeth et le lit est toujours bien fait. Et là, cette personne, le soir, je leur dis bonsoir, je vais me coucher. Et 1 heure après, elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a vu accroupie par terre. Voilà. Et c'est elle qui, petit à petit, m'a laissé me réintégrer, parce qu'il faut, voilà. On a tous besoin, quand on perd quelque chose, de se réintégrer après à la vie. Et ça, il faudrait qu'il y ait des gens bien pensants qui se le mettent en tête. Que, voilà. De quelque milieu qu'on vient, on a besoin après d'une réintégration, nous. Mentalement, parce que, et de reprendre les habitudes et tout, parce qu'on perd tout. Que ce soit d'un pays où on arrive, ou même, vous voyez, qu'on vous enlève d'un bel établissement et qu'on vous met dans la rue, quand on vous remet dans un lit, eh ben, vous pouvez plus. Et moi, ça, je l'ai vécu. Et ça a été très, très long pour m'habituer à coucher dans le lit. Voilà. Oui, c'est une réadaptation, c'est des étapes. Ah, c'est des étapes, oui, parce que le lit vous fait peur après. On n'est plus en sécurité dans un lit. Voilà, la rue vous laisse que le lit, c'est plus une sécurité. Vous êtes mieux par terre, comme si vous entendez un bruit, vous pouvez prendre comme on dit, les jambes à votre cou et puis courir. Tandis que dans votre lit, il y a les couvertures, il y a tout ça et ça vous bloque. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire finalement, chacun de nous à notre portée? Personnellement, je me sens souvent impuissante face au nombre de gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui augmentent dans les villes. Et on aimerait pouvoir donner à tout le monde. Et puis parfois, à la fin de la journée, même de pièce en pièce, on peut pas forcément. Après, la rue, pour moi, et c'est très personnel, mais c'est un milieu qui m'est hostile parce que c'est bruyant, parce que j'ai toujours l'impression qu'on va m'embêter, ce que subissent beaucoup de femmes. Et donc, dans les quartiers dans lesquels j'habite, je mets mon casque, je fais mon trajet vraiment dans ma bulle sans rien regarder. Et je m'en veux souvent d'être dans cette déconnexion, dans cette bulle un peu à part. Et je me suis souvent demandé ce qu'on pouvait faire pour aider ces personnes qu'on voit dehors. Et souvent, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire, si on va avoir les bons mots, ce dont ils ont vraiment besoin. Alors je pense qu'il faut pas vous culpabiliser parce qu'aujourd'hui malheureusement c'est la vie qui veut ça. Voilà, c'est les années qui ont passé et comme vous dites, on vit tous dans sa bulle. Il y en a beaucoup qui vivent voilà dans sa bulle. Et tant mieux pour vous, parce qu'on n'est pas à vous souhaiter justement d'aller dans la rue et de subir ce que nous on subit. Au contraire. Mais vous savez juste nous faire un petit sourire quand on est dans la rue, nous dire bonjour ou bonsoir, ça nous réconforte. Juste ça nous réconforte. Voilà, on comprend très bien et on en parle souvent avec mes petits. Il y a l'inflation, il y a les gens qui ne peuvent plus eux-mêmes acheter pour se nourrir. Il y a tout qui coûte très cher. Les salaires n'augmentent pas, les retraites non plus. Donc on sait bien que vous croyez qu'un retraité qui vient chercher son colis alimentaire, là, ça lui coûte pas, ça lui fait comme s'il faisait la manche, le pauvre. Alors mamie essaie de donner ça avec le sourire en disant toujours une petite bêtise pour faire rire l'un et l'autre. Mais elle sait très bien ce que ça coûte de venir chercher un colis alimentaire. Donc mes petits aussi, ça, on en discute souvent et ils arrivent à le comprendre, vous savez, maintenant. Ils savent bien que la vie devient de plus en plus dure et parce que eux-mêmes voient que tous les jours, il y a des nouveaux qui arrivent dans la rue. Donc
Vous savez, c'est pas parce qu'ils sont dans la rue que ça devient des illettrés, hein, ou des innocents, hein. Ils ont quand même eu chacun un métier, ils ont été à l'école, quel qu'elle soit, ils ont quand même un peu vécu, ils savent bien que comment on va dans la rue. Donc ils savent que celui qui arrive dans la rue, ben, c'est qu'il vient d'avoir un gros coup dur. Voilà. Non, aujourd'hui je pense qu'ils sont plus tolérants pour ça, voyez. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut au contraire ne pas faire? Alors ça paraît encore une fois assez naïf de le demander comme ça, mais ça m'est déjà arrivé de vouloir tenter d'aller parler avec un monsieur, et puis certainement qu'il était très alcoolisé ou autre, et j'ai surtout eu une sorte d'agression en face, et donc ça m'a fait une peur, et je me suis encore plus repliée les fois d'après par rapport à d'autres personnes, ou parfois je pensais que ça pouvait être utile pour eux de leur amener des croquettes pour les chiens, parce que j'étais partie du principe que peut-être on y pensait moins et que c'est quand même quelque chose qui coûte très cher. Et puis j'avais l'impression que certains, ça les embêtait. Alors peut-être que c'est trop de questions et c'est trop intellectualiser la chose, mais peut-être que vous avez des expériences aussi pour savoir ce qu'on... Alors déjà, cette personne, si elle était alcoolisée, vous savez, si on boit, si on fait des tas de choses dans la rue, c'est pour oublier notre malheur. Oui. Donc déjà, derrière ce mur, c'est son malheur qu'elle cache. Vous arrivez, tout d'un coup, bon, lui, il est dans son euphorique d'alcool, où ça lui fait oublier son malheur. Il voit une jeune femme bien habillée qui vient lui parler, ça le ramène à son malheur. Et ça le rend agressif. Vous savez, moi, je vais vous dire, dans la rue, je ne buvais pas, je ne me droguais pas, mais j'avais qu'une chose, je voulais mourir, moi. Moi, c'était, mon obsession, c'était mourir. Donc, vous voyez, là, j'ai des tas de petits bracelets à mon poignet, parce que c'est, voilà, pour cacher toutes mes entailles, que l'hôpital, le CHU, gentiment, chaque fois me recousait. Et j'étais heureuse, vous voyez, quand je sentais le sang chaud couler après, qui sortait de ses veines et me coulait le long de mes bras. Et puis là, la fatigue me prenait. Enfin, c'était pas une fatigue, c'était déjà on est faible dans la rue. Et hop, je sombrais. Comme je me disais, ça y est, je m'en vais, je suis heureuse. Vous voyez, je m'en vais retrouver les miens là-haut, avec un tas de bonheur, quoi. C'était fini mon malheur sur terre. L'alcool, c'est un peu ça aussi. Par contre, le lendemain matin, quand je me réveillais au CHU, j'en voulais à mort aux infirmières, aux médecins de m'avoir sauvée. J'en voulais aux pompiers de m'avoir sauvée. Dernièrement, j'ai rencontré un pompier de Bordeaux qui m'a ramassé souvent dans Bordeaux. Et il m'a dit une chose. J'étais en train de faire une conférence dans une école, justement, et lui était là. Et il est venu vers moi, il m'a dit « Madame, je vous connais ». Je lui ai dit « Comment vous me connaissez ?» Il me dit « Madame, je vous connais, je vous ai ramassé souvent dans telle rue à Bordeaux. Vous vous tailladez les veines, vous avaliez n'importe quoi, vous vouliez mourir. Et quand on vous mettait dans le fourgon, vous nous disiez « Laissez-moi mourir, je veux mourir, ne faites rien, je vous en supplie, je veux mourir. » Et chaque fois qu'on nous envoyait, qu'on nous appelait, qu'on nous disait « Il y a une personne de la rue à aller ramasser », il m'a dit une chose, il m'a dit, à chaque fois on se disait, c'est cette petite dame qu'on va aller encore ramasser. Vous voyez? Et je leur en voulais. Et le jour où j'ai rencontré ce monsieur, je l'ai remercié. Je l'ai remercié de m'avoir gardé en vie. Parce que j'ai mesuré ce que mon malheur me faisait faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tellement malheureux dans la vie que bon, j'ai eu la chance de m'en sortir. Et aujourd'hui, je dois ma vie pour aider ceux qui en ont besoin, pour leur éviter justement, comme vous dites, de sombrer dans l'alcool, dans la drogue. Je me bats pour ça ici. Voilà. Et ça, c'est ma plus grande force pour tenir dans la maison d'Elisabeth. Mais vous savez, ce monsieur, c'est sûrement un monsieur très gentil, mais quand il ne sera plus alcoolisé. Oui, c'est plus la culpabilité de se dire que peut-être qu'on a fait quelque chose
de travers et qu'on aimerait tellement l'aider, mais qu'on ne sait pas faire, et peut-être par protection de soi-même. Oui, ça fait peur. Je sais que ça fait peur d'aller vers quelqu'un dans la rue. Je le sais, je l'ai subi. Mais non, il faut pas vous culpabiliser. Vous savez, la rue, c'est la rue, hein. C'est pas les escaliers avec le tapis rouge, hein. Oui. Voilà. Donc vous êtes encore dans l'escalier avec le tapis rouge, mais eux, ils sont plus avec, je dirais, quand on est dans la rue, on est plus avec une jambe déjà sous terre qu'une jambe que les deux sur terre. Et c'est vraiment important de le dire et de le rappeler. Ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup, parce que je mesure, depuis que j'ai vu ce reportage avec Olivier, et là en vous écoutant, je mesure cette chance d'être aujourd'hui, même si c'est dans un foyer de jeunes travailleurs à 30 ans et que c'est une petite chambre, mais d'avoir tous les jours un toit sur la tête et de me dire que je peux même acheter un croissant, payer un café à quelqu'un, que ça je peux le faire, et c'est très beau. Vous avez un parcours qui est émouvant, qui est plein de résilience, et qui en plus est toujours tourné vers les autres, et c'est incroyable, parce que après avoir fait beaucoup d'humanitaire, après avoir fait cette maison de retraite, même au moment où vous sortez la tête de l'eau de ce calvaire, la première chose que vous faites, c'est d'ouvrir cette maison et d'aller une nouvelle fois vers les autres. Ça vous vient d'où, cette humanité si pure? Ça transparaît même en vous regardant, dans vos yeux, dans votre voix. Je ne sais pas. Peut-être, vous savez, comme on dit, chacun son karma quand on est, hein. Peut-être que c'est ça, voilà. Et puis je vous dis, c'est sûrement que quand on a de gros malheurs, on les étudie, ces malheurs, et on sait ce que valent la souffrance et ce que ça peut faire, une souffrance, une grosse souffrance. Et on n'a pas envie que qui que ce soit passe par la même souffrance que vous avez vécue. Je pense que c'est surtout ça. Beaucoup d'empathie, voilà. Ouais. Voilà. Et vous vous sentez militante aujourd'hui? C'est une question, en fait, c'est la question signature de ce podcast. Je demande toujours aux gens, pour eux, ce qu'est un militant et s'ils se sentent militants. Et les réponses sont assez intéressantes. Alors moi, je me sens pas comme une militante. Je me sens comme une mamie, avec des enfants, des personnes malheureuses surtout, qui viennent taper à la maison d'Elisabeth. Et quand je les vois la première fois, ils ont un visage et des yeux déjà, que je dirais un visage de tristesse immense. Ils portent toute la misère du monde sur eux. Et dès que je les fais rentrer, je les embrasse d'emblée. Je leur fais un bisou sur la joue, je commence à leur dire, bon, allez, viens, mamie va te donner à manger, tu vas te laver, tu vas faire ci, tu vas faire là. Je commence à lui raconter des belles choses, quoi. Il peut se laver, il peut manger. Je le présente aux autres. Alors, on a une règle dans la maison d'Elisabeth. Qui franchit la maison d'Elisabeth, ça devient tout de suite un des nôtres. Voilà. Donc, on ne pose pas de questions tout de suite. Mamie ne posera jamais de questions. Et comment tu es arrivé là? Comment tu es dans la rue? Pourquoi? Pour si. Elle les laisse venir à elle-même. Et vous voyez, simplement déjà la première journée, la personne, quand elle repart, elle a déjà un autre visage un peu plus détendu. Et au fil des jours, et ben après, quand il s'en va, il a le sourire, là, sur la rue, c'est au revoir mamie, il me saute au cou pour me dire au revoir, mamie prend bien soin de toi, repose-toi, vous voyez, c'est mes enfants, quoi, et ça, c'est pas être militante, non, je ne sais pas comment vous dire, c'est aimer son prochain, et le rendre heureux. Essayez du moins, parce que c'est très difficile de rendre quelqu'un heureux, mais essayez au moins. Et ben c'est vraiment très beau tout ce que vous dites, donc j'en perds moi-même le fil de l'interview. Pour la conclure, pour terminer, j'avais envie de vous demander ce que les politiques
pouvez faire, au niveau du public, ce qui peut être fait. Si vous attendez en particulier des mesures, ça devient tellement compliqué de se loger, même pour une personne en CDI au SMIC. C'est quand on voit, je vais prendre l'exemple de Bordeaux puisqu'on est sur Bordeaux. Pour moi, actuellement, c'est impossible de prendre un studio parce qu'en l'espace de 5 ans, c'est devenu presque 600 €. Je veux dire, même les colocations, les chambres en colocation ont des prix qui sont 3 fois ce que je payais quand j'étais étudiante et pourtant j'étais sur Paris. Donc ça devient de plus en plus dur. Les loyers sont mal encadrés. Il y a Airbnb aussi qui est arrivé dans le jeu. Il y a des tas de logements inoccupés. Dernièrement, on a eu les maires de France qui ont signé, dans certaines villes, une tribune pour dire qu'ils ne pouvaient plus pallier aux insuffisances de l'État. Est-ce que vous avez des mesures un peu concrètes ou des leviers attendus sur ces différents sujets? Malheureusement, je suis triste à vous répondre que non, parce que il faut de l'argent pour aller sur ces sujets. La maison d'Elisabeth n'est pas assez grande, assez riche pour faire ça. Si elle l'était, croyez-moi que j'aurais, je crois, acheté un immeuble et mis déjà tous mes petits dedans, moi. Mais ce que je peux constater, c'est qu'on a toujours des belles paroles qui s'envolent. Voilà. Quelle que soit la personne qui est au sommet aujourd'hui de notre pays, et ça je le regrette. Et moi je me dis que le pouvoir rend l'être humain tout d'un coup, je dirais comme un lion vorace. Oui. C'est-à-dire que il dévore tout sur son passage, il ne se pose plus de questions à qui il porte tort, qui jette à la rue ou qui jette pas la rue, vous voyez, et il y a que son ego qui compte. Oui, voilà. Mais au-delà de l'ego, ce que j'ai souvent du mal à comprendre, en ce moment, on se parle, on est début novembre 2023. De mon côté, je suis très engagée contre la construction de la 69, la LGV, et c'est des projets en fait avec des millions d'euros d'argent dedans. Et donc l'argent, au lieu de l'investir dans des projets mortifères pour gagner 10 minutes de temps, on pourrait les réinvestir justement à créer des logements pour que les gens ne se retrouvent plus à la rue, qu'on puisse reloger tout le monde. Et c'est pour ça que de mon côté, j'ai vraiment du mal à comprendre le raisonnement qu'il y a dans les hautes sphères. Oui, mais regardez, si on peut dire. Le bâtiment au jour d'aujourd'hui a baissé. Même les gens qui pensaient aujourd'hui se faire construire ne le font plus. Le bâtiment, tout a pris à augmenter de prix. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui et des gros industriels même qui montaient avant des immeubles. Ils n'arrivent pas à les terminer. Ils les donnent à certaines grosses, disons, associations, des grosses, comment je vais vous dire, réseaux sociaux pour les terminer. Parce qu'ils ne peuvent plus les terminer. Et ces logements, ils sont là en suspens. Voilà. Donc c'est sûr qu'il manque de logements, mais c'est du coût de la vie qui augmente et que on arrive tous que un jour ou l'autre, moi je dis que dans les années à venir, je suis désolée à le dire, je ne sais même pas si on arrivera à continuer à se nourrir. Voilà. Est-ce qu'il y a une mesure, quelque chose qui pourrait être pris maintenant pour qu'on n'en arrive pas là? Si là vous aviez le président de la République ou le gouvernement en face de vous, qu'est-ce que vous leur demanderiez? Alors, je crois que je n'aurais rien du tout à leur demander, parce que je sais qu'aujourd'hui, eux-mêmes ne peuvent plus rien faire. Ils sont allés trop loin. Et aujourd'hui, pour faire machine arrière, c'est impossible. Donc, moi, je vous dirais que si j'avais une baguette magique, j'agirais toute seule. Malheureusement, je ne l'ai pas. Et j'arrêterai tout ça. Je mettrai des logements à tout le monde. Je mettrai de la nourriture dans toutes les assiettes. Je mettrai qu'il y ait plus de personnes qui soient oubliées. Je vous promets que moi, ça, je le ferai si j'avais la baguette magique.
malheureusement, mais si on était plein de petites fées, Elisabeth, peut-être le monde serait meilleur. C'est ça, c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast, un petit peu d'éveiller des consciences. Je sais que ma maman, par exemple, est propriétaire d'un appartement dans le Lot-et-Garonne et qu'elle a donné à une association qui loge en fait des personnes sans papier le temps qu'elle se réinsère. Et par exemple, c'est quelque chose qu'elle a entrepris après des discussions avec ma sœur qui est vraiment engagée sur les questions des squats et du logement. Et ça a pris du temps parce que mes parents sont des personnes qui sont nées dans les années 60, qui ont une vie très classique et qui n'étaient pas très ouverts à ces questions. Et aujourd'hui, parce qu'ils peuvent se le permettre et parce qu'ils ont un appartement et que ils n'ont pas envie d'avoir plus de revenus pour avoir plus, eh bien cet appartement ils l'ont mis en association. Et donc je pense que ce que vous dites, on pourrait être plein de petites fées Elisabeth comme vous. Et j'espère si un jour moi-même j'en ai la possibilité, parce qu'il y a toujours cette théorie aussi du masque à oxygène. Il faut aussi s'aider soi avant de pouvoir aider les autres. J'espère que je pourrai poursuivre ce chemin que vous faites ici, et en tout cas j'aurai beaucoup de plaisir à revenir vous voir ou à partager un petit déjeuner autour de cette table, parce que cette maison, les auditeurs ne peuvent pas la voir, mais elle est chaleureuse et elle respire toute votre bienveillance et votre âme. Je vous remercie beaucoup Elisabeth de m'avoir accueillie. Si vous avez un dernier mot, un dernier message pour les auditeurs, le micro vous est tout ouvert. D'abord, je les remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Et je remercie infiniment mes petits qui sont là, parce qu'ils m'aident énormément, et toutes les personnes qui nous aident à pouvoir tenir cette maison d'Elisabeth. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, je remercie tout le monde. Et je peux vous dire que moi, je suis très heureuse d'avoir monté cette maison d'Elisabeth à Bordeaux. Parce que j'aime Bordeaux, malgré que j'ai été très malheureuse. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Et qu'on s'y sent bien. C'est devenu une jolie ville, avec, comme je dirais toujours, elle a un beau passé, mais elle est devenue une jolie ville. Vous voyez, nous avons eu même le roi d'Angleterre et la reine qui sont venus nous rendre visite dernièrement. Oui. Et c'est un honneur, je dirais, pour les Bordelais. Je sais pas trop ce que j'en pense quand je vois que ça a coûté 40 000 € pour passer la journée et qu'on n'a pas eu de transport public de la journée pour qu'ils fassent une station de tram. Je me suis quand même dit qu'avec les 40 000 €, justement, on aurait pu payer un certain nombre de nuits d'hôtel aux gens dans la rue. Mais effectivement, je vous rejoins quand même pour dire que, en tout cas, c'est qu'ils l'ont apprécié. Et... Alors, vous avez peut-être raison. Mais il faut voir aussi le bon côté, c'est que je pense quand même que ça a été une venue qui apportera à Bordeaux, qui apportera aux viticulteurs de Bordeaux aussi, et que ça développera encore de bonnes relations, parce que le passé de Bordeaux, il faut pas l'oublier, était très anglais aussi, Donc, oui. Il y a encore beaucoup d'anglais dans le sud-ouest, mais plus côté justement Lot-et-Garonne, la Dordogne et tout ça. Mais enfin, moi j'ai trouvé cette cérémonie splendide. Alors sans regarder le côté de la richesse, c'est sûr que je l'ai regardé aussi. Mais des fois, si la richesse, on en perd un peu pour que ça rapporte plus, il faut aussi des fois se poser la question. Et c'est la question que je me suis posée moi-même. Et je me suis dit, l'un avec l'autre, on peut arriver à faire de belles choses. C'est une très belle conclusion que vous nous offrez. Merci à nouveau de m'avoir ouvert les portes de votre univers. Et c'est la fin de l'interview. On se retrouve prochainement pour le dernier épisode de la saison 1. Et puis, à bientôt, Elisabeth. Merci à vous de votre gentillesse. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et je me permets de vous embrasser à tous et à toutes que je ne connais pas. On vous embrasse. Au revoir. Cet épisode aux côtés d'Elisabeth d'Angèle est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Son parcours est émouvant, fascinant, et on ne peut pas ne pas être touché par son histoire. Je souhaite donc qu'après ce témoignage, vous réalisez vous aussi qu'à notre échelle, nous pouvons devenir de petites fées comme elle pour les autres.
Si vous avez écouté l'appel à contribution ou que vous êtes abonné à avoilibre.substack.com, vous avez dû entendre parler de ma cagnotte Ulule. En effet, afin de monter sereinement cette nouvelle étape, des fonds vont être nécessaires et chaque petite goutte de contribution permettra sans doute une grande rivière afin de sortir une saison 2 qui nous ressemble. Si vous ne souhaitez pas contribuer financièrement, sachez que la meilleure façon de nous soutenir reste, comme je le dis souvent, par le partage des épisodes à vos proches, vos commentaires ou vos notes sur vos plateformes d'écoute préférées. Je suis ravie de voir la communauté à voix libre s'agrandir, j'ai envie de vous proposer encore de nombreux projets, et j'espère que nous arriverons à vivre ces rêves ensemble. Je remercie Alexandre au montage, Florent à la composition du thème et Ali au dessin. Merci à vous trois d'avoir aidé ce projet à se lancer et à perdurer. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel automne, empli d'amour, de partage et de sobriété heureuse. D'ici là, n'oubliez pas, engagez-vous.